de commencer. On a un petit quart d'heure de retard. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça s'appelle le quart d'heure vendéen. Mais je pense que dans chaque région, on a le quart d'heure. Ah oui, il y a un quart d'heure lyonnais aussi. Bon, ça ne m'étonne pas des Lyonnais. Ou des Bretons aussi, on les connaît bien. Bien, écoutez, mesdames, messieurs, très heureux avec Arnaud Saint-Martin de pouvoir vous accueillir cet après-midi, ici dans cette salle Victor Hugo, sur donc ce colloque intitulé « La recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés au-delà des fantasmes ». Il y a une expérience que nous avons tous faite, lever les yeux vers le ciel, un soir, apercevoir une lumière dont on ne sait dire ni la distance, ni la nature, ni la trajectoire, et rester un instant avec cette question, somme toute simple, qu'est-ce ? La plupart du temps, l'explication vient, un avion, une planète, un satellite, un ballon-sonde, mais il arrive qu'elles ne viennent pas. Et c'est de ces cas-là, de cette part qui résiste, que nous allons parler cet après-midi. Le sujet prête à sourire, et nous le savons. Si vous êtes aussi nombreux, mesdames et messieurs les journalistes, c'est sans doute parce qu'il est original et qu'il a ce parfum d'insolite qui fait les bonnes accroches. Nous avons d'ailleurs observé, depuis l'annonce de ce colloque, le traitement médiatique qui n'a pas manqué de suivre ces stéréotypes, ces petites soucoupes en illustration, ces clins d'œil entendus. Nous ne nous en plaignons pas, nous en sourions avec vous. Mais c'est précisément pour cela qu'il fallait sortir ce dossier des forums spécialisés pour le poser ici, dans une enceinte de la représentation nationale, et l'examiner posément. Non pas pour trancher un mystère, mais pour poser une question sérieuse. Comment la puissance publique organise-t-elle l'étude des observations qui demeurent à ce jour inexpliquées ? Car derrière la culture, notamment cinématographique d'hier et d'aujourd'hui, il y a une réalité sérieuse. Des pilotes, civils et militaires, rapportent des observations. Des États, les États-Unis au premier chef, ces derniers jours encore, déclassifient des documents et créent des structures dédiées. Et la France, sans tapage, dispose depuis des décennies au sein du CNES d'un service public, le GEPAN, chargé de recueillir et d'analyser ces signalements. Le sujet est donc déjà, qu'on le veuille ou non, un objet de politique publique. La seule question est de savoir si nous le traitons avec méthode ou si nous le faisons et le laissons au fantasme. C'est ici que nos deux parcours entrent en jeu. Je viens d'une formation de mathématicien et d'épistémologie, et Arnaud Saint-Martin est sociologue des sciences. Ce qui réunit nos disciplines, c'est un même refus, celui de confondre le sérieux d'une question avec le sérieux des réponses qu'on lui a jusqu'ici apportées. Un phénomène peut-être peu étudié, entouré de récits et de spéculations, et néanmoins constitué un objet d'investigation parfaitement légitime. L'histoire des sciences est pleine de ces objets qu'on a longtemps jugés indignes d'attention avant qu'ils ne se révèlent féconds. C'est tout le sens de l'intitulé que nous avons retenu, « Au-delà des fantasmes ». Non pas contre les croyances, nous ne sommes pas réunis pour les congédier, non pas en leur faveur, nous ne sommes pas là non plus venus les accréditer, mais au-delà, c'est-à-dire en distinguant le phénomène que l'on observe des interprétations qui s'y déposent. Et lorsque nous parlons de phénomènes non identifiés, nous décrivons l'état de notre connaissance, non la nature de la chose. Le non identifié n'est pas un verdict d'inexplicable,
C'est l'aveu provisoire d'un travail qui reste à faire. Voilà pourquoi, comme membres tous les deux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, nous avions eu l'idée de ce colloque. Il nous a semblé utile de réunir aujourd'hui, à la croisée des chemins, les chercheurs, ingénieurs, militaires, responsables publics et les observateurs qui, chacun à leur place, prennent ce dossier au sérieux. Qu'ils en soient d'ores et déjà ici chaleureusement remerciés. Avant d'ouvrir nos travaux, je laisse la parole à Arnaud Saint-Martin qui dira mieux que moi pourquoi nous avons trouvé bon de nous y atteler. Merci à vous. Alors, bienvenue en salle Victor Hugo pour ce colloque inédit. C'est une première rencontre de ce type. Disons-le d'emblée, ce qui est saisissant avec le dossier OVNI, c'est qu'il suscite, tu l'as dit, des jugements, des sentiments très contrastés, souvent ambivalents, ici même d'ailleurs. On alterne entre la stupeur, l'étonnement, parfois le ricanement, la dérision, mais aussi un intérêt prononcé, quels que soient les intérêts et les appartenances partidaires. Certains m'ont ainsi demandé, parmi mes collègues, dans un mélange de curiosité et d'inquiétude, « Mais tu y crois ? Pourquoi un tel colloque ? Quel intérêt ?» À chaque fois, j'ai répondu que j'y crois ou pas, là n'est pas la question. Et pour cause, tu l'as dit, sociologue des sciences et techniques dans une autre vie, en disponibilité, j'ai formé à l'approche sociologique des controverses à propos des savoirs jugés non standards, pas établis, à la légitimité épistémique fragile, bref, les infréquentables de la connaissance. Le dossier OVNI est un bel analyseur de ce point de vue. Plutôt que de trancher, l'idée est de mener l'enquête sur celles et ceux qui mènent l'enquête. En suspendant le jugement, on en apprend finalement beaucoup sur les autres et sur nous-mêmes. Le député épistémologue Pierre Henriet, ici présent, avec qui j'organise ce colloque, est sur la même longueur d'onde. Mais qu'on soit clair, dès que l'on enquête sur ces phénomènes en tant que tels, et non plus sur les enquêteurs, c'est une autre affaire. Cela demande de recourir à des méthodes de prospection, des techniques de détection, d'établissement de faits, de construire des bases de données, des taxonomies, de conserver des témoignages, d'articuler des concepts et des théories, et surtout d'apporter des preuves. Tout n'est pas bon, dès lors, tout ne résiste pas. Des approches, tour à tour intrigantes ou séduisantes, loufoques ou exotiques, ne passeraient pas le test de véridiction. Ou à tout le moins, ces hypothèses manqueraient-elles singulièrement de garanties factuelles, seule subsistant la certitude d'une observation subjective. Or, c'est tout l'enjeu de ce colloque, de nous intéresser aux approches qui prennent au sérieux cette gamme de phénomènes, sans œillères, avec rigueur. Comment ? Alors, notre pari est de mettre en perspective et en valeur un héritage français de la recherche sur les pans, dont les ovnis. Faire appel aux lumières du groupe d'études et d'information sur les pans du CNES a relevé pour nous de l'évidence. Fondé il y a bientôt 50 ans, là je ne vais pas faire l'histoire, je la fais à la serpe, après diverses initiatives à l'interface de la science, de l'ingénierie et de la surveillance de l'espace aérien, cette unité recèle des masses de données, des résultats d'investigation, d'expertise, de méthodologies qui se sont robustifiées à l'épreuve de centaines de cas. Tout comme les techniques déployées par les militaires, ce sera le thème de la deuxième table ronde. Assumer ce cadrage, c'est déjà se placer à contre-courant d'une certaine construction ordinaire du phénomène, hantée par la production états-unienne. Malgré l'observation de pans un peu partout à la surface du globe, selon le National UFO Reporting Center, 141 000 sur 160 000 événements recensés se sont produits aux États-Unis. 89% du total des signalements. C'est une régularité qui interroge, en même temps que cela invite, par contraste, à dépayser le regard en assumant qu'il se passe aussi des choses en France et sur le vieux continent. C'est tout l'enjeu de la première table ronde que de mettre en perspective anthropologique et historique l'étude des pans, depuis l'Hexagone, ce fonds de pratiques et de démarches qui sera l'objet donc de cette première table ronde. Mais alors, pourquoi deux députés trouvent bon d'organiser un colloque sur l'étude des pans ? Tu as donné quelques raisons, Pierre, je vais continuer à essayer d'expliciter. Déjà parce qu'il faut en convenir, ça suscite un intérêt public, et que donc, ça justifie qu'on s'y penche.
pour la première fois, ici même. On se souvient que lorsque le CNES a mis en ligne 400 dossiers en mars 2007 sur son site internet, c'est certain, le site de l'agence avait été pris d'assaut. Ça avait presque fait collapser le site. L'exploration spatiale, ça intéresse, c'est sûr, et c'est une question qui me passionne par ailleurs, mais c'est à relativiser par rapport à la passion populaire des ovnis, que chacun pourra observer autour de soi au détour d'une conversation. Et depuis qu'on a lancé l'idée du colloque, on est littéralement assailli de messages sur nos boîtes parlementaires. Que chacun pourra observer autour de soi, donc autour d'une conversation, a fortiori ces dernières années, entre les déclassifications des dossiers et documents naguère secrets du Pentagone, on l'évoquera lors de la 3e table ronde, mais aussi les spéculations controversées d'un astrophysicien, Avi Loeb, les productions cinématographiques qui alimentent l'imaginaire extraterrestre, je pense notamment au film de Steven Spielberg, le dernier, ce goût de l'inquiétante étrangeté ovniesque trouve matière à régénération permanente. Les mesures d'opinion sont rares en France, par comparaison avec les États-Unis, qui font ça tout le temps. Mais selon les derniers sondages, j'en ai trouvé un de l'IFOP, commandé par l'ambassade des USA en France, en 2023, un peu plus d'un Français sur 4 serait convaincu de l'existence des ovnis. J'imagine avec un questionnaire un peu biaisé. Autant dire que cela atteste en tout cas une persistance non anecdotique de cette question. On aura compris que notre propos ne sera pas de trier entre les croyances, tu l'as dit, d'abonder dans le sens d'une approche au détriment d'une autre, de prendre part aux controverses entre ufologues, et il y en a, mais de faire en sorte que ce dossier soit ouvert dans une enceinte de la représentation nationale et de voir ce qu'il en sort, sans faire de plan sur la comète. L'idée est, pour reprendre une stratégie heuristique proposée par le sociologue Robert Merton, de spécifier l'ignorance, c'est-à-dire prendre acte et se donner les moyens d'élucider la connaissance explicite de ce qui n'est pas encore connu, mais qui doit l'être, afin de jeter les bases d'autres connaissances. Pas de suspense, on aura l'occasion de confirmer, au gré des tables rondes de ce colloque, que nous ne partons pas de rien et qu'il y a des marges de progrès. Ainsi, ce colloque a-t-il vocation à dresser un bilan, à proposer des pistes, éventuellement des recommandations, et chacun à la tribune sera libre d'exposer ses vues en connaissance de cause. Avant de commencer, qu'il me soit permis de remercier et de faire applaudir nos équipes à Pierre et moi-même, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, croyez-moi, pour faire en sorte que ce colloque, à l'organisation assez lourde, puisse se tenir dans les meilleures conditions. Merci à eux. Et sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer par une première table ronde. Donc, je demande à Pierre Lagrange, Luc Dini de monter sur scène. Et nous aurons une première présentation de Jérôme Lamy et Dominique Pinsol en visio à distance. Ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui, hélas, mais ils sont parmi nous pour une première séquence. Après, on donnera le micro à Pierre, puis Luc. Monsieur Lamy et Monsieur Pinsol, vous pouvez prendre la parole. On va tester votre micro, si c'est possible. Oui. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. C'est à vous, je vous laisse. Merci beaucoup. Donc, avec Dominique, nous avons engagé depuis janvier 2026 une enquête socio-historique sur le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, organisme fondé en 1977 au sein du Centre national d'études spatiales, le CNES. Cette recherche que nous avons engagée est donc financée par le CNES dans le cadre de son appel à projet annuel. Nous nous intéressons particulièrement à la formation du GEPAN, à ses pratiques, à ses processus d'expertise et à ses dispositifs de communication. Notre position sur l'objet est simple, il y a un intérêt pour les sciences sociales à étudier sérieusement un objet tel que le GEPAN, car il permet de poser des questions essentielles, tant du point de vue épistémologique, qu'est-ce qu'une institution publique s'intéressant aux phénomènes aérospatiaux non expliqués, que du point de vue civique. Quel rôle joue un acteur public comme le CNES dans l'expertise de ce qui lui est signalé par des citoyens comme relevant a priori de l'inexplicable? Il n'y a donc, on le voit, aucune raison valable pour laisser une telle problématique en dehors du champ scientifique. Notre objectif en questionnant l'histoire du GEPAN et en nous concentrant plus spécifiquement sur la période la plus récente,
a été de refroidir un objet chaud, de déspectaculariser des recherches qui sont travaillées par des affects puissants. L'enjeu pour nous, c'est de restituer en historiens et en sociologues les logiques sociales, politiques, scientifiques, techniques et culturelles qui ont présidé à la fondation et à la perpétuation d'une institution d'expertise atypique visant à répondre aux interrogations des citoyens et des citoyennes qui sont confrontés à des phénomènes qu'ils ont jugés étranges et pour lesquels aucune explication ne leur est apparue évidente. Nous avons donc classiquement, pour une enquête de sciences sociales, procédé à des entretiens avec les différents acteurs et actrices impliqués, que ce soit des responsables du GEPAN, des enquêteurs et des enquêtrices, des membres du comité d'experts. Nous avons également dépouillé les archives publiques et non publiques du GEPAN, les comptes rendus d'enquête, les comptes rendus de réunion, et nous avons intégré à notre analyse une analyse des médias, que ce soit de la presse, de la radio et de la télévision. Les articles et les émissions qui ont mis au jour le travail du GEPAN ont été compulsés, et cette vaste matrice documentaire permet de restituer le grain fin d'une institution qui a connu de profondes inflexions dans son organisation, mais aussi dans ses modes de fonctionnement. Nous n'allons pas ici les détailler, ça sera abordé tout à l'heure. Notre objectif pour nous, c'est de nous appuyer sur le GEPAN pour réfléchir à l'intérêt accordé par l'État, par l'intermédiaire du CNES, à l'étude des pans. Et il nous semble que 3 facteurs structurants se sont dégagés, dont l'importance relative a été variable selon les périodes. Et ces facteurs, ces 3 facteurs, on les retrouve particulièrement visibles dans l'audit commandé par le CNES en 2001 et produit par François Louange, lui-même membre historique du GEPAN et spécialiste de l'analyse des images. Ce rapport se fonde sur 33 entretiens menés avec des dirigeants ou d'anciens dirigeants du CNES et du CNRS, des responsables militaires, des scientifiques et des journalistes scientifiques. Il constitue un bon point de départ pour saisir les lignes de force des missions qui sont attribuées à ce qui leur a été appelé à l'époque le service d'expertise des phénomènes rares aérospatiaux, le CEPRA. Il ressort de l'épais rapport un axe principal dans les enquêtes que doit mener le CEPRA qu'on pourrait associer à une dimension civique. Il importe de répondre à la demande de la part du public et des médias, ainsi que de certains organismes étatiques directement concernés, la gendarmerie nationale, l'aviation civile, l'armée de l'air, la sécurité civile, d'explications pertinentes au sujet des pans. Et le rapport insiste, l'État doit pouvoir disposer d'une expertise, je cite, et d'une capacité de réponse dans ce domaine dont le caractère régalien est évident. Donc on voit là que cette raison civique vise à prendre en considération les préoccupations des citoyens et des citoyennes à propos d'observations de phénomènes aérospatiaux non identifiés, préoccupations qui sont à la fois relayées, probablement entretenues et amplifiées médiatiquement, particulièrement au cours de la décennie. Un indice étant la médiatisation croissante du GEPAN, devenu un service de plus en plus connu du grand public. Nous n'épiloguerons pas ici sur les théories de l'État contemporain, mais on peut juste signaler qu'elles s'orientent toutes globalement vers une prise en compte de la population comprise dans ses manifestations politiques, y compris donc dans ses inquiétudes. Et on notera que les réflexions autour du principe de précaution et de la transparence appartiennent à la même matrice d'interrogation qui tente à inscrire l'action publique dans la prise en compte non seulement de ses effets, mais aussi des appréhensions collectives qui appellent la vigilance, l'interpellation ou l'alerte. Cette dimension civique de l'étude des phénomènes atmosphériques est une revendication forte que tous les acteurs et actrices du GEPAN ont mis en avant au cours de notre enquête. Et une notion pivot permet de comprendre comment a été cadrée cette régulation publique de la demande, c'est celle de l'étrangeté. L'étrangeté conçue comme un seuil d'inquiétude articulé à un besoin d'explication. Et tous les protocoles de recueil des témoignages autour desquels nous avons échangé avec les acteurs et les actrices concernés impliquent l'étrangeté comme point d'achoppement des enquêtes. L'étrangeté permet de ne pas rejeter a priori des demandes et elle offre en quelque sorte une structure d'accueil souple pour des témoignages qui sont variés dans leur forme et hétérogènes dans leur degré de précision. Et cette notion d'étrangeté permet de saisir comment le deuxième axe d'investigation du CEPRA-GEPAN a été conçu. C'est l'investigation scientifique. François Louange, dans le rapport de 2001, rappelait que la justification première du CEPRA-GEPAN consistait à user de la démarche scientifique, je cite, de base, consistant lors des phénomènes inconnus ou insolites, quand ils sont observés dans la nature, à les expliquer rationnellement, soit en les reproduisant, soit à défaut en répétant et en affinant leur observation en vue d'une caractérisation et d'une éventuelle modélisation. Et la question est d'importance. Il s'agit d'élaborer une méthode pour appréhender la thématique de manière scientifique afin de déterminer quel type de phénomènes peuvent correspondre aux observations rapportées. Et les différents acteurs et actrices interviewés sont relativement unanimes dans notre enquête. Il n'est pas pertinent de comparer le GEPAN à un laboratoire classique de recherche qui viendrait produire des connaissances nouvelles évaluées par les pairs dans un champ scientifique qui serait travaillé par des normes de véridiction et de probation qui passeraient par exemple par
la reproduction des expériences. Mais on peut s'accorder pour considérer que les travaux du GEPAN relèvent d'un mode de rationalisation qui emprunte à la démarche judiciaire. Les preuves recherchées ou rassemblées sont de l'ordre de l'indice. Celui-ci peut être très robuste et ainsi fournir une explication totalement pertinente. Parfois, la conjecture indiciaire ne permet de produire qu'un discours sur le probable avec des degrés variables. Mais dans tous les cas, l'expertise produite tient la preuve et l'explication rationnelle comme un horizon d'attente intangible. Dans les entretiens, les actrices et les acteurs du GEPAN font toutes et tous preuve d'une extrême prudence dans l'avancée de leurs conclusions. Surtout, le témoignage, qui constitue bien souvent le point de départ de l'enquête, n'est pas pris pour autre chose qu'un élément parmi d'autres dans la reconstitution du phénomène à expliquer. Il est profondément respecté, mais pas pour autant sacralisé, car sa fragilité est connue, sa malléabilité est proverbiale. Il est a priori considéré comme digne d'intérêt, mais sa fiabilité sera toujours questionnée, au même titre d'ailleurs que tous les autres éléments recueillis éventuellement lors de l'enquête. Le dernier axe qui structure la quête du GEPAN concerne la défense nationale. C'est un élément qui était peu présent dans le rapport de 2001, mais qui est monté en puissance dans les années récentes, comme le montre l'évolution des angles journalistiques dans le traitement médiatique du GEPAN, alors que le service était plutôt associé au paranormal ou aux sciences de l'espace jusqu'aux années 2000. Il a depuis été relié aux questions de sécurité aérienne et de défense nationale. Et le renouveau ufologique aux États-Unis depuis une dizaine d'années, intrinsèquement lié au thème du secret militaire, y est pour quelque chose. Mais on peut supposer que les tensions internationales récentes ainsi que les nouvelles technologies en matière d'espionnage ou d'attaque par drone ont poussé également les gouvernements et les états-majors à s'intéresser aux phénomènes aérospatiaux étranges. Il est donc frappant de constater le décalage entre, d'une part, les fantasmes généralement associés aux ovnis, et d'autre part, le caractère très routinier, très pragmatique, rationnel de l'activité du GEPAN, particulièrement depuis la refonte du service il y a une vingtaine d'années. À la question « les ovnis sont-ils un sujet sérieux ?», l'État français a répondu depuis longtemps à sa manière, en accordant la priorité à la communication avec le public, sans pour autant délaisser les enjeux militaires et scientifiques. Je vous remercie de votre attention. Ouais, la politique, c'est parfois beaucoup d'agilité. Donc, on va tronçonner en deux la première intervention, passer le micro à Pierre Lagrange, et puis on finira la première intervention juste après. Mais je pense que tout le monde a le fil en tête. Ça devrait rester appuyé, c'est ça ? Ah. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je voudrais évoquer, ça fait 40 ans que je m'intéresse à ce sujet, et je dois dire qu'il y a 40 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici pour parler des ovnis. Et encore aujourd'hui, je dois dire que donc, je suis sociologue, j'étudie les controverses scientifiques. Comme Arnaud, je suis sociologue des sciences. Et depuis 40 ans et encore aujourd'hui, chaque fois qu'on m'interroge sur les ovnis, c'est pour me poser toujours la même question. Pourquoi une partie des gens croient à ces choses ? Sous-entendu, pourquoi les gens croient à des trucs qui n'existent pas. Et donc, on me demande d'expliquer pourquoi une partie de la population a sombré dans l'irrationnel. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est notamment à cette réunion, c'est que la situation a quand même un petit peu évolué. Le problème ne se pose plus uniquement dans ces termes. Mais c'est encore souvent le cas. C'est-à-dire que quand je me suis notamment intéressé à la manière dont le débat sur les soucoupes volantes, on appelait ça soucoupes volantes à l'époque, a débuté aux États-Unis en 1947. Et souvent, on présente ce débat comme l'émergence d'une croyance populaire, d'un phénomène d'irrationalité. Je vais le rapprocher, c'est mieux ? Donc on présente souvent ça comme l'émergence d'un phénomène de croyance populaire et d'une croyance qui aurait été liée soit à la science-fiction, soit à la guerre froide. Les gens qui disent ça n'ont pas lu les articles de presse parce que moi je suis allé aux États-Unis, j'ai fouillé la presse de l'époque, et ce qui est tout à fait singulier dans le débat sur les soucoupes volantes qui débute, c'est que c'est pas du tout un débat qui oppose des croyants et des incroyants, c'est pas du tout un débat qui matérialise l'émergence d'une croyance populaire, c'est un débat qui matérialise en fait l'émergence de la croyance en la croyance des autres. Vous pouvez bien comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que
En 1947, vous n'avez pas des gens qui sortent du bois en expliquant qu'ils ont vu des soucoupes volantes, ils croient aux soucoupes volantes, tout ça. Vous avez un débat qui naît dans la presse qui consiste à s'interroger sur pourquoi cette rumeur visionnaire est en train de prendre. Et dès que le débat débute, il est rapproché de deux autres phénomènes. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc, l'un des phénomènes qui est évoqué, c'est Orson Welles, la panique qu'aurait déclenché Orson Welles en 1938. Et donc, dans la foulée de mon intérêt pour les soucoupes volantes, je me suis longtemps, évidemment, j'ai longtemps été obligé de me référer à cette histoire d'Orson Welles, et j'ai enquêté sur cette affaire. Et en fait, quand on cherche, quand on reprend la presse et les événements de l'époque, ce qu'on découvre, c'est que la fameuse panique déclenchée par Orson Welles n'a jamais eu lieu. C'est une invention des médias et des élites le lendemain. Donc en fait, en comparant les soucoupes volantes à l'affaire Orson Welles, on participe à la stigmatisation d'une partie du public comme crédule et irrationnelle. Et l'autre phénomène qui est évoqué au cours de l'été 47 quand on parle des soucoupes volantes, c'est le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness est né en 1933 et en gros les journaux expliquent que les soucoupes volantes c'est la version aérodynamique du monstre du Loch Ness. Mais là aussi, quand on se replonge en 1933 sur les dossiers de presse à propos du monstre du Loch Ness, ce qu'on constate, c'est pas que les gens se mettent à croire qu'il y a un monstre dans le lac écossais, mais c'est qu'on a une espèce d'engouement, de fascination pour cette crédulité qui affecterait tout d'un coup les Écossais. Et on voit des journalistes de Londres qui s'harnachent en chasseurs coloniaux pour aller se moquer des Écossais et se demander pourquoi ces pauvres Écossais sont atteints d'hallucinations et voient des serpents de mer dans leur lac. Donc en fait, ce qui est très intéressant sur ce sujet, c'est que, et encore aujourd'hui, il suffit, dès qu'il est posé, il est mal posé en fait. Et le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on pose la question sur ce sujet? Parce que précisément, on cherche toujours à isoler la croyance, la crédulité, cette partie du public qui serait irrationnelle. Or, le vrai problème, c'est notre obsession, littéralement, de trouver de la crédulité et de l'irrationnel. C'est-à-dire que nous vivons dans une société qui s'est construite au cours des 4 derniers siècles sur sa séparation, ce qu'on appelle l'arrachement à la nature, qui a consisté précisément à nous constituer en société qui voulait se distinguer et de la nature et des autres peuples, les peuples dits sauvages, et au sein de notre société, de pans entiers de la population qui étaient considérés comme superstitieux, les femmes étaient hystériques, donc les paysans superstitieux, les foules irrationnelles. Et donc, en fait, les soucoupes volantes sont un des sous-produits de cet effort de modernisation qui a consisté à construire notre société sur la construction de marges et le fait de marginaliser une partie des autres acteurs. La modernité semblait être à ce prix d'exclure une partie des autres. Et donc, le problème, puisque moi, je ne fais pas la sociologie qu'on attend de moi, mais justement, mon intérêt, c'est la sociologie des sciences, une de mes questions, ça a été d'essayer de comprendre comment faire évoluer ce débat. Comment sortir de cette mise en cause systématique des autres comme crédules et irrationnels, et comment essayer de constituer cet objet comme un objet qui pourrait être digne d'étude, digne d'attention, un peu comme on essaye de le faire aujourd'hui. Et ça, en fait, ça s'est passé en... Et surtout, il y a eu, tout au long de l'histoire des ovnis, toute une série d'ambiguïtés qui ont été entretenues, notamment sur le rapport des ovnis à la science. Et parce que très vite, en fait, en 1947, donc, au début, les journalistes ont trouvé des militaires, puisque c'est censé être des armes secrètes. Très vite, les militaires leur répondent que non, ça ne correspond à rien de ce qu'on fait voler dans le ciel. Mais surtout, les militaires se transforment tout de suite en psychologues en s'interrogeant sur ce qui sont ces témoins qui racontent avoir vu des choses. Donc tout de suite, la discussion vire à la psychologisation du débat. Et ce qui est intéressant, c'est que les journalistes vont donc très rapidement trouver les scientifiques. Ils vont trouver des astronomes, ils vont trouver des physiciens, pour essayer d'identifier ces choses. Et là aussi, les scientifiques qui n'ont absolument pas étudié le sujet, ils n'ont jamais rencontré un témoin à ce moment-là,
Ils entendent parler du phénomène uniquement par les comptes rendus de presse. Mais la plupart de ces scientifiques se transforment en psychologues et en sociologues spontanés et se mettent à discuter, à disserter sur la crédulité populaire. Donc, on voit que le sujet va évoluer ainsi pendant des décennies et il va falloir attendre que l'US Air Force, à partir de fin 47, début 48, demande explicitement à des scientifiques d'étudier le sujet pour que certains, des ingénieurs, des astronomes, notamment un astronome qui est maintenant célèbre, Hynek, qui était à l'Observatoire de Chicago et qui a enquêté sur ce sujet pour l'armée pendant une vingtaine d'années. Il a fallu que ces chercheurs soient confrontés au fait pendant de longues années pour que peu à peu la situation évolue. Donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, ce problème, dès le départ, il a été constamment mal posé, il a été constamment renvoyé à toutes ces questions qui relèvent de l'irrationnel, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si on est vraiment arrivé à une situation où on peut peut-être envisager de poser le problème autrement, de le prendre au sérieux, ou est-ce qu'on est dans une parenthèse, pour quelles raisons? Et là, je voudrais, s'il me reste un peu de temps, 5 minutes, ok. Je voudrais évoquer le fait aussi que, entre le moment où moi j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets et aujourd'hui, puisque le débat, on veut essayer de le poser sur le plan de la science, il faut noter que la science a beaucoup évolué. Quand moi j'ai commencé à étudier ce phénomène, la science était en gros au service de la civilisation occidentale et au service du progrès occidental. Donc c'était une science qui avait un but assez précis. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques estiment qu'ils ne sont plus uniquement au service du progrès occidental, mais qu'ils sont au service de l'intérêt général des vivants. On a changé de débat. Donc, est-ce que la question des ovnis peut faire partie d'une manière de renouveler les questions scientifiques en introduisant de nouveaux acteurs et en transformant un débat qui avait pour but en gros, pour expliquer les choses simplement, de coloniser la nature. C'était ça le principe de la science pendant très longtemps. On avait construit la nature comme un stock de ressources qu'il fallait exploiter, dominer, maîtriser. Et aujourd'hui, la science a évolué et sous l'effet notamment de la crise écologique, les débats scientifiques se sont énormément transformés, ce qui peut laisser espérer que des débats sur des sujets comme le nôtre puissent évoluer dans la foulée. Et là, il y a une dernière remarque. Le débat sur les ovnis a évolué, mais de manière assez paradoxale, à partir des années 90. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui ont regardé la série X-Files, j'imagine. Donc, moi, je m'intéressais au sujet depuis donc, le début des années 80, et à partir de 1995, quelque chose a changé. On est passé d'un monde donc, où la science était au service du progrès, où les ovnis étaient une forme de crédulité, à un débat où, à la suite de la série X-Files et des débats sur l'affaire de Roswell, le débat public sur ces sujets s'est transformé. On est passé de l'accusation d'irrationalité à l'accusation de complotisme. Donc là aussi, il y a un point tout à fait intéressant, c'est-à-dire que d'un côté, on a vu ces sujets gagner en popularité, c'est-à-dire que alors qu'avant les années 90, ces sujets étaient complètement souterrains, à partir des années 95, ils sont devenus de plus en plus visibles, mais ils sont devenus de plus en plus visibles parce qu'on les a dénoncés de manière beaucoup plus forte. Avant ça, on les dénonçait comme irrationnels. À partir de 95, on les dénonçait comme des croyances complotistes. Et la notion de complotisme s'est mise à gagner l'ensemble de la société. Parce que quand on parlait de phénomènes irrationnels dans les années 80, c'était des phénomènes de niche. Les ovnis étaient quelque chose de relativement marginal. À partir des années 95, et l'émergence d'accusations de complotisme, on a vu ces débats se transformer, mais également les débats de société. C'est-à-dire qu'on est passé dans une époque où, à mon avis, sous l'effet de plusieurs facteurs, l'émergence d'Internet, qui a étendu la démocratie, le débat démocratique, et l'émergence de la question écologique, on a eu une transformation des rapports aux sciences, mais également des rapports entre élites et société. Et les vieilles élites qui, jusque-là, avaient le monopole de la parole, puisque les médias étaient accessibles qu'à quelques personnes, se sont trouvées confrontées à de nouveaux médias qui permettaient à tout un chacun de prendre la parole.
Et ça, je pense que ça a transformé le sujet, mais ça l'a transformé, vous voyez, de manière assez paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, on a vu ce sujet gagner en audience, ce qui fait qu'on est réunis ici aujourd'hui, mais de l'autre côté, l'aspect, je dirais, un peu plus sombre, c'est qu'on a vu également notre société se diviser en deux à propos de ces accusations de complotisme qui gagnent l'ensemble de la société. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné une manche. Disons qu'il se passe quelque chose, mais ça va dépendre de la manière dont on sera capable de s'emparer de ce sujet et d'en faire quelque chose qui dépasse la simple guerre de société entre ceux qui considèrent qu'ils ont le monopole de la raison et ceux qu'ils considèrent comme irrationnels et devant être laissés de côté dans ces débats qui, je pense, nous engagent nous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va terminer la première intervention, c'est un peu de gymnastique cognitive, de Dominique Pinsol, si tu m'entends. Oui, merci beaucoup. En réalité, avec Jérôme, nous avions rédigé notre texte à deux, donc je préfère attendre pour réagir à des questions à venir et laisser le temps de parole à d'autres. Rien à ajouter? Non, Jérôme a tout dit. Bon, on va enchaîner alors avec la présentation de Luc Dini, qui est chargé en principe. Pierre? Ouais, ok. Bonjour mesdames et messieurs, messieurs les députés, merci pour avoir concocté cette rencontre sur les ovnis, sur les pans. Première question, est-ce que je suis croyant dans les ovnis? Est-ce que les ovnis sont un fantasme? Est-ce que c'est autre chose? Après avoir passé un certain nombre d'années dans les activités techniques, et en particulier au sein de l'Association d'aéronautique et d'astronautique de France, qui n'est pas un cabinet de consultation de parapsychologie, mais qui est une société dite savante, travaillant sur l'aéronautique et l'espace avec des groupes industriels, des instances de l'État, dont le CNES, dont la Direction générale pour l'armement, et également l'aviation civile. Résolument et clairement, on a affaire à des phénomènes physiques qui s'observent, qui s'enregistrent. Bien entendu, autour de constat de ces phénomènes-là, il peut y avoir génération de fantasmes, de croyances, ça va de soi. Diapo suivante. Ce que je voudrais vous expliquer en quelques mots déjà, c'est qu'est-ce que la commission Sigma 2 que je préside à l'Association aéronautique et astronautique de France. En fait, cette commission a été créée en 2008 par la 3AF, à la suite d'ailleurs ou dans la continuité d'une commission qui s'appelle le Comité pour les études approfondies. La mission dévolue était de mener des travaux de nature scientifique sur ce que sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pour cela, nous avons utilisé en quelque sorte une boussole que vous avez sur cette figure, qui représente en fait 5 axes de travail. Premièrement, la recherche documentaire et des bases de données, parce que parler de pan pendant des heures, c'est une chose. Regarder ce que sont les données, essayer de les analyser, c'en est une autre. Ça permet de progresser. Alors, évidemment, des données de chez nous, et nous travaillons de façon étroite avec le GEPAN, avec le CNES, j'y reviendrai. Au travers de coopérations, nous pouvons aussi favoriser par les communications réciproques, le partage d'informations, notamment avec des instances étrangères. Une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des analyses de cas et donc véritablement rentrer dans le dur, essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a été observé, ce qui a été enregistré. Nous menons également des études physiques sur les rayonnements, études physiques sur l'interaction entre les phénomènes aérospatiaux identifiés et le milieu environnant, par exemple l'atmosphère. Et pour cela, évidemment, on a besoin de moyens d'observation ou de s'intéresser aux moyens d'observation. C'est le 5e axe. Alors, la commission, elle comprend à peu près une trentaine de personnes d'origines diverses, un axe défense très fort. Nous avons d'ailleurs aujourd'hui parmi nous
quelques ingénieurs généraux ou contre-amiral ou pilote de chasse et général de brigade aérienne. Donc vous voyez, il y a des militaires, là encore des gens sérieux. Et puis nous avons des chercheurs du domaine civil, du domaine militaire, mais aussi psychologues et donc médecins. Alors il n'est pas là aujourd'hui, mais vous voyez, on a une population très diversifiée. Alors, diapo suivante. Que faisons-nous de ces compétences-là? Je ne vais pas vous faire un exposé sur le GEPAN, parce que Frédéric Courtade le fera bien mieux que moi tout à l'heure. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on travaille en France. La partie haute, si vous voulez, c'est la partie qui est dévolue à l'agence officielle, qui est le GEPAN. Sa mission, c'est effectivement, premièrement, de recevoir un certain nombre de témoignages, et à partir de là, de mener des enquêtes sur le terrain, ce que nous ne faisons pas du tout, d'ailleurs, la commission Sigma 2. Ce n'est pas notre vocation. À partir de là, il va y avoir une réflexion qui sera menée au vu des résultats de l'enquête terrain par des experts du Collège des GEPAN. Certains de la commission Sigma 2 participent à ces travaux et donc vont contribuer au classement de ces cas. En cas non identifiés, ce sont les cas D, et puis des cas qui sont bien identifiés, fiables, etc. Je ne rentre pas dans le détail dans le mécanisme, mais donc le GEPAN assure l'interface avec les témoins, avec la gendarmerie, avec l'armée de l'air et de l'espace. Nous, en fait, on est dans la partie basse du diagramme, si vous voulez, où on va mener des travaux qui sont des travaux donc de sélection des cas, des analyses approfondies pour tenter de voir si finalement, dans un dernier sursaut, on est capable d'expliquer ou pas les phénomènes. Et quand bien même on ne les explique pas, à ce moment-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les caractériser, c'est-à-dire d'essayer de cerner l'anomalie. Voilà. Pour mieux comprendre plus tard, peut-être expliquer ou au contraire progresser en matière de sciences et techniques. Et ceci se fait sur le territoire français, mais également en coopération avec d'autres. On a fait des analyses de cas, par exemple pour le Chili. J'y reviendrai dans un instant. Diapo suivante. Donc là, si vous voulez, dans cette espèce... dans cette espèce de bestiaire, si vous voulez, vous avez des cas qui sont cerclés de rouge. C'est tout ce qui correspond, en fait, au phénomène inconnu, incompris. Vous avez des dessins en haut qui correspondent à des croquis qui ont été faits par des pilotes ou copilotes d'Air France qui ont été confrontés il y a quelques années à une observation d'OVNI, de pan, dans le ciel français. Bizarre, pourquoi? Parce que c'était des formes allongées qui changent de forme, qui deviennent des formes pointues, etc. Donc une des caractéristiques, en dehors des accélérations extraordinaires qui sont constatées dans nombre de cas, c'est par exemple le changement de forme. Évidemment, nous avons des spécialistes qui travaillent sur les effets de foudre en boule, etc. Donc on arrive à avoir des carrés bleus, si vous voulez, des choses que l'on arrive à identifier. Il n'empêche qu'il y a des objets qui échappent au fond, aux explications, et qui posent des questions très intéressantes sur quelle est la physique qui les gouverne, quelle est l'interaction qui se produit avec le milieu environnant. Et puis, s'agit-il d'engins d'origine X ou Y, peut-être chinois, peut-être russes, ce sont les questions que les Américains se sont posées, peut-être venant d'ailleurs. Mais dans ces conditions, c'est quoi la physique qui les anime? Diapo suivante. Là, je vais vous expliquer quelle est la méthode de travail. Vous avez affaire, dans ce cas-là, à une espèce de résumé que je vais essayer d'expliquer simplement sur un cas que l'équivalent du GEPAN pour le Chili nous a soumis en janvier 2017. De quoi s'agit-il? Un hélicoptère que vous apercevez dans l'angle gauche, en bas, un hélicoptère de la marine chilienne équipé d'une caméra infrarouge et d'une caméra visible, voit un objet. Et cet objet, en fait, perçu par la caméra, c'est au milieu, vous avez des espèces de vignettes grises où vous avez des espèces de spots noirs. Ces spots noirs, ce sont les émissions infrarouges. Donc les Chiliens nous disent, écoutez, c'est simple, on a affaire à un objet qu'on ne comprend pas, il n'est pas visible au radar, on a une caméra infrarouge qui nous donne du signal, c'est quoi? Alors, en creusant un petit peu, nous nous sommes rendus compte qu'ils disaient donc invisible au radar, mais on leur a dit, est-ce que vous avez les données radar qu'ils nous ont fournies, autant que les données infrarouges? À partir de là, on a pu travailler et on s'est livré à un inventaire assez exhaustif du trafic aérien autour de Santiago du Chili. On a pu, grâce à nos spécialistes de détection infrarouge, mais également radar, rapprocher les informations et aussi faire une modélisation thermique de différents avions, dont un Airbus A340. Le résultat des courses, si vous voulez,
eh bien, c'est la séquence suivante. En point numéro 1, en fait, on ne voit rien du tout parce que l'avion est regardé à peu près à 80 km de face. Il n'y a pas de signal infrarouge détecté par la caméra. En point numéro 2, nous avons là l'avion qui commence à virer. On le voit légèrement par le travers. On a 3 points chauds. Donc, tout ça commence à bien fitter. Et en point numéro 3, eh bien, l'avion est en éloignement, il grimpe en altitude. Et au final, on va le retrouver à 9000 mètres d'altitude, 180 km de distance, avec un panache qui est un panache de condensation. Alors vous allez me dire, finalement, il n'y a pas de mystère là-dedans, c'est pas très intéressant. Si, c'est intéressant parce que ça permet de tester les moyens d'analyse et donc notre capacité, finalement, à expliquer. Si notre capacité à expliquer est confrontée à l'inconnu, eh bien, on peut se dire à ce moment-là qu'effectivement, là, il y a un problème et on va y chercher à cerner le problème. Diapo suivante. Le cas suivant est assez intéressant. Il s'est produit donc en 2007 dans les îles anglo-normandes. Un avion de transport régional, vous voyez le cockpit qui est à droite, descend suivant une route, donc nord-sud, vers les îles, et le capitaine va voir à bord donc un ovni se matérialiser donc dans son champ visuel. Ce qui est intéressant, c'est que il a fait un croquis et le chef contrôleur de Jersey constate lui qu'il y a une trace radar qui fait plusieurs centaines de mètres. Donc là, si vous voulez, c'est plutôt anormal. Donc la question se pose, de quoi s'agit-il? Et donc, sur la diapo suivante, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait beaucoup trop long. Non, la suivante, s'il vous plaît. Encore. Merci. En fait, on se livre à un travail minutieux d'analyse des échos radars. Donc c'est comme un puzzle, si vous voulez. Et dans ce puzzle, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a 2 radars, si vous voulez, qui pointent. Un radar qui est à Jersey avec la ligne rouge, qui va vers un P1, c'est la piste 1, et un radar qui donc correspond à la ligne bleue, qui vient de Guernesey. On croise les informations, et en fait, on observe des fluctuations très importantes, avec des niveaux de réflectivité des radars très importants. Je vais conclure très rapidement. On n'a pas trouvé la solution. On est en train toujours de travailler là-dessus. On va essayer de joindre de nouveaux experts à nos analyses. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'il y a une correspondance entre ce type d'écho radar très intense et ce qui a été vu par le chef contrôleur à Jersey. Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Donc voilà, je dirais, une autre méthode, une autre investigation pour analyser donc les effets des radars, les effets des pans. Diapo suivante. Je ne vais pas rentrer dans le détail de celle-là, mais Jacques Vallée, bien connu dans le milieu de l'ufologie et des sciences, nous a fourni quelques échantillons métalliques que l'on a traités il y a quelques années pour essayer de comprendre de quoi ils étaient faits. Nous avons eu également, il y a 2 ans, l'occasion de faire une analyse d'écorce qui avait été irradiée par un pan, je dirais, qui était considéré comme non expliqué par l'US Air Force, et nous avons conclu que cette écorce avait été irradiée par un niveau très important d'énergie et de puissance, de l'ordre de 600 MW, c'est-à-dire c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Donc voilà aussi les travaux auxquels on se livre. Dernière diapo, je voudrais arriver au fond à nos recommandations. La première chose, c'est qu'en France, on a une structure qui existe et pour laquelle on a besoin de plus de données. Vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de témoignages humains. Il nous faudrait plus d'enregistrements pour pouvoir creuser le sujet et pouvoir mieux caractériser les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc une remarque, si vous voulez, une recommandation, c'est d'avoir, je dirais, des liens entre bases de données et notamment avec la base de données du CNES, avec plus de données techniques. Également une incitation des pilotes et des contrôleurs à fournir leurs propres témoignages. Beaucoup n'osent pas le faire. Ensuite, mener les études approfondies dans le cadre des experts du GEPAN, sur la base de ces nouveaux champs de données, des données physiques qui permettraient de progresser. Études physiques à mener également, c'est ce qu'on essaye de faire à la 3AF, Sigma 2, en lien avec des écoles d'ingénieurs ou avec des universités, c'est de travailler sur la matière et donc de normaliser le sujet en menant des recherches. Travaillons également sur les capacités d'observation. Le laboratoire de recherche sur la foudre
dont le directeur fait partie de la commission Sigma 2, a également, je dirais, accepté de nous fournir un certain nombre de données pour qu'on puisse tester des techniques d'intelligence artificielle et essayer de cerner des phénomènes bizarres. Donc voilà. Et donc, en résumé, cette commission, elle n'est pas là pour traiter des fantasmes, elle n'est pas là pour traiter de choses imaginaires, elle est là pour traiter de réalités physiques et d'essayer d'apporter, que ce soit au CNES et au GEPAN en France ou à des agences étrangères, quelques explications sur la réalité de ces phénomènes. Merci. Dominique, je prends la parole. Ouais. Ok. Merci d'avoir tenu le chrono de façon hyper sérieuse. On a une petite séquence de 15 minutes de questions-réponses que nous, on va amorcer avec Pierre. Et puis, on tendra le micro. Mais là, il faudra vraiment être très efficace. Le format à l'Assemblée, c'est 1 minute max. Mais vraiment, c'est terrible, on le sait. C'est une atrophie de la parole. Donc, dans les questions, soyez brefs. Comme ça, les réponses seront étayées en mesure. Donc, moi, j'ai peut-être une première question, parce que, en fait, les interventions étaient à la fois complémentaires, cumulatives, et en même temps pas complètement accordées, j'ai l'impression, notamment sur la question des croyances, etc., et sur la réalité du phénomène, qui, du point de vue finalement sociologique ou anthropologique, n'est pas forcément le premier intérêt. Et donc, est-ce que là, du point de vue de la recherche, moi je me posais très intuitivement la question de comment on construit aussi une forme d'interdisciplinarité sur ces questions, sachant que là, on a de l'ingénierie, on a de la physique, de l'astronomie, mais aussi des sciences humaines et sociales. La première question que j'aimerais vous poser, en tout cas aux premiers panélistes, c'est la question de comment on fabrique l'espace d'un savoir à la fois cumulatif, interdisciplinaire, et qui vise à toujours approcher un peu plus la connaissance de ces phénomènes. Première question, qui, j'en conviens, n'est pas complètement évidente. Alors, la question, justement, est de savoir quel phénomène, en fait, on cherche. En fait, est-ce que par phénomène, on entend un phénomène physique récurrent qui est l'objet d'observations et qui résiste aux explications, disons, conventionnelles, ou est-ce qu'on entend par phénomène avant tout d'observation et un phénomène, disons, social et une demande politique et citoyenne. En fait, la question des ovnis, elle est toujours entre les deux. D'un point de vue sociologique, ou en tout cas d'histoire et de sociologie des sciences, le réflexe que l'on voit dans le GEPAN, c'est en fait le réflexe d'abord d'accumulation des données, de normalisation de ces données, de constitution d'une base de données à partir de laquelle on peut travailler, à partir de laquelle on peut éliminer tout un tas de cas. Ça n'a pas été dit, je crois encore, mais les cas inexpliqués dans la base de données du GEPAN sont très marginaux, c'est de l'ordre de 2 ou 3%. Et ensuite, l'objectif de cette base de données est de mettre cette base de données à disposition de tout un chacun pour éventuellement faire des études plus poussées, voire des statistiques sur notamment les cas inexpliqués. Mais disons que le premier réflexe, on va dire, pour étudier le phénomène, avec les guillemets qui s'imposent, c'est d'abord l'accumulation de données. Et sur ce travail-là, en fait, il y a toute une méthodologie qui a maintenant un demi-siècle, qui s'est mise en place petit à petit, et qui permet aujourd'hui d'avoir une base de données publique tout à fait transparente, entièrement en ligne, qui permet d'avoir une étude de cas des études de cas que l'on peut comparer et à partir desquelles on peut éventuellement faire d'autres statistiques. Le problème avec les ovnis, c'est que quand on voit les réactions que ça a suscité dès le début, dès 1947, je pense que c'est intéressant de remonter un petit peu plus loin, parce qu'en fait, les ovnis, c'est des données testimoniales. Or, la construction des sciences modernes, entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, s'est faite précisément à partir de données testimoniales, mais en sortant très rapidement de ce domaine du témoignage pour transformer les témoignages des scientifiques en observations et les scientifiques en instruments, et pour les doter d'instruments qui permettaient justement
de se passer des débats sur la subjectivité. Donc, le problème des ovnis depuis le début, c'est que c'est un phénomène qui s'est retrouvé, en fait, qui correspond au genre de science qu'on faisait au XVIIe siècle, que faisait Robert Boyle. Parce que Boyle, c'était à la fois des données issues d'instruments, mais aussi beaucoup de données qui relevaient du témoignage. Dans les proceedings des revues de la Royal Society au XVIIe, XVIIIe siècle, on a des histoires de phénomènes aériens, des phénomènes lacustres, des tas de choses qui relèvent de l'observation. Et précisément, quand on voit l'évolution et la construction de l'histoire des sciences occidentales, toutes ces données ont été rapidement exclues, ou alors, dans le cas de la zoologie ou d'autres domaines, ou la météorologie, les observateurs, les témoins, ont été transformés en instruments. Donc, en fait, le problème des ovnis, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre des données qui, en fait, ont été exclues du champ scientifique pour reconstruire quelque chose qui serait une science légitime, mais qui, en fait, dès qu'on sort des fins réseaux que l'ufologie a constitués, on se rend compte que ça ne tient pas bien longtemps. Donc là, il y a un enjeu vraiment important, c'est comment faire tenir ces données alors que pendant des siècles, le travail de la science a été de les balancer par-dessus bord, quoi, pour dire les choses franchement. Donc il est là le souci. C'est qu'on a quelque chose qui, jusqu'ici, n'a jamais réussi à tenir parce que c'était considéré comme des données qui, précisément, ne permettaient pas de constituer des faits, ce qu'on appelle des faits en science. Et juste une petite remarque en aparté. Quand vous avez commencé votre exposé, vous avez dit ici, on ne fait pas de la parapsychologie. Est-ce que je peux rappeler aimablement que la parapsychologie a une existence académique beaucoup plus assurée que l'ufologie? Mais bon. Ce n'était pas une critique de la parapsychologie, c'était l'aveu d'une ignorance. Ah, bon. On se préoccupe des pans et pas de la parapsychologie, mais qui est un domaine tout à fait intéressant. Et d'ailleurs, nous avons un philosophe dans l'équipe Sigma 2 qui est capable de nous faire un cours sur Descartes et les ovnis, mais on peut parler de Camille Flammarion et la parapsychologie, etc. Après, c'est une affaire de choix du sujet. Voilà, c'est tout. Mais Descartes fait partie de ceux qui ont exclu les ovnis, justement. Le traité des météores, c'est du Menzel au XVIIe siècle. C'est un traité qui exclut les phénomènes qu'on peut observer comme étant ne relèveront pas de la philosophie expérimentale. C'est ça le problème. Alors, je voudrais juste rajouter un mot là, sur la question, au fond, des témoignages, et puis les données physiques sur lesquelles j'ai beaucoup insisté. Le témoignage est important, indubitablement, puisque je dirais, ce sont les premiers éléments qui ont permis de remarquer l'existence de ces phénomènes. Quant à savoir ce que sont les phénomènes, voire avoir des quantités mesurables, c'est une autre histoire, et c'est une difficulté. Maintenant, aujourd'hui, on a, je dirais dans nos travaux, par exemple, des travaux qui sont faits par une psychologue sur, je dirais, effectivement, l'impact des rencontres rapprochées sur, effectivement, la psychologie des témoins. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas recommencer, on essaye de récupérer des données qui soient d'origine radar, optique ou autre, des phénomènes qui sont observés. Il n'empêche que il y a, je dirais, un aspect qui est un aspect un petit peu intermédiaire. C'est à la fois, je dirais, regarder l'interaction entre le phénomène et le milieu. Alors, vous allez avoir un rayonnement qui va être produit. Est-ce qu'il provient du phénomène lui-même ou de l'interaction du phénomène, par exemple, avec le milieu atmosphérique? Et vous pouvez avoir exactement la même chose sur l'être humain. C'est-à-dire que vous pouvez constater une rencontre rapprochée, et cette rencontre rapprochée va comporter des marqueurs qui vont rester, je dirais, imprimés dans le corps humain. Effet des rayonnements, etc., et qui peuvent guider également sur des indications, sur la source, je dirais, provenant du phénomène. Mais tout ça est un travail assez considérable et long. Voilà. Jérôme Lamy, peut-être, en rebond. On s'est partagé le travail avec Dominique, c'est lui qui répond. Ah oui, d'accord. Il a répondu, donc c'est parfait. Merci. Pierre, tu as une question ou ouais. Bon, on a la place pour peut-être 2 questions super brèves. Hein. Vous avez compris la règle. On a des micros qui vont tourner.
Et on des gens à chaque fois, hein. Homme, femme, femme, homme. Est-ce que vous avez bien vu que... Ouais, 3 minutes. Hein. Alexandre Chelan-Duplay, je suis en congé du service historique de la Défense. Je m'exprime à mon titre personnel. Une question pour vous, messieurs les parlementaires. Je voudrais savoir pourquoi, dans votre introduction, vous n'avez pas cité vos collègues américains qui se sont exprimés cette semaine et la semaine précédente. Et les termes de leur présentation du sujet sont d'une telle, je dirais, le contraste est tel avec ce que vous avez dit qu'il mérite d'être souligné. Nous avons la représentante de Floride, Luna, qui a demandé à la Maison-Blanche de protéger les donneurs d'alerte qui peuvent conduire qui veut sur les lieux où se trouvent les vaisseaux récupérés et les restes biologiques d'êtres non humains. Et je cite la représentante de Floride, Paola Luna. On évoquera ces questions spécifiquement lors de la 3e table ronde. Okay, et puis on n'a pas réponse à tout. Et là, vous avez bien compris que l'enjeu aussi de ce colloque, c'est de déplacer vers la France aussi. Il y a une grosse actualité en effet aux États-Unis, mais je pense que ça surimprime aussi la compréhension de l'objet depuis le vieux continent. Et c'est un pari que nous avons fait, qui est sans doute discutable, mais en tout cas, on amorce le débat. Bonjour, alors Rosaline d'Almeida, je suis géomaticienne. J'aurais une question relative justement à l'intégration des problématiques liées justement à la psychologie sociale et éventuellement aussi vis-à-vis de la psychologie, parce que dans les cas par exemple, je ne sais pas, déjà de témoignages ou même éventuellement de rencontres, quoi qu'il en soit, il y a toujours un aspect humain qui a à travers ce genre de problématiques. Et donc par conséquent, ça serait pour savoir est-ce qu'il y a une implication assez importante justement, que ce soit de sociologues, de psychologues ou même autres qui puissent avoir la capacité de mettre en rapport directement justement les observations qui sont tout à fait physiques et matérielles avec justement des perceptions humaines et tous les biais et également comment dire aspects culturels et généraux qui sont avec ça. Voilà. Pierre, tu veux répondre en 1 minute et demie maximum. Je ne suis pas sûr d'avoir. Mais disons il y a des psychologues aujourd'hui qui travaillent sur ce qu'on appelle les expériences extraordinaires. Ça va justement de la parapsychologie à l'ufologie, ça couvre un large spectre d'expériences. Et donc qui recueillent ces faits, qui les analysent sans posture réductionniste comme ça pouvait se faire longtemps. Donc je pense qu'il faudrait se rapprocher de ce genre de personnes. Mais là, il y a des travaux qui existent depuis de longues années. Donc moi, je ne suis pas expert sur ces sujets, je voulais juste signaler leur existence, quoi. On va enchaîner sur la 2e table ronde. Merci pour cette première salve. C'était une bonne manière d'entrer dans le sujet. Donc j'appelle Frédéric Courtade, Mathieu Courtaban, Jérémy Moyal, Mickaël Vaillant et Gilles Munch, s'il vous plaît.